Bonjour, on va voir le chapitre des épilepsies chez l'enfant. Et en premier, comme objectif pédagogique, c'est d'abord diagnostiquer les principales formes d'épilepsie de l'enfant, identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient, décrire les principes de la prise en charge au long cours. Nous avons pour aboutir à atteindre ces objectifs pédagogiques, suivre le plan suivant. D'abord, après l'introduction, la classification sémiologique et syndromique, citer les principaux syndromes épileptiques et ensuite décrire les principes de traitement des épilepsies de l'enfant. Comme introduction, il faut savoir que les épilepsies représentent un groupe hétérogène de maladies qui peuvent débuter de la période néonatale jusqu'au grand âge, d'étiologie de forme clinique et de pronostic variables. Le diagnostic repose sur la classification syndromique. La reconnaissance d'un syndrome épileptique est à base d'une stratégie thérapeutique raisonnée. L'EEG, l'électroencéphalogramme, permet le diagnostic et ensuite, parfois, l'imagerie cérébrale. Et donc, comme définition, d'abord, distinguer les notions de crise d'épilepsie et de la maladie épileptique. Qu'est-ce qu'on entend par la crise d'épilepsie? C'est un ensemble de manifestations cliniques, paroxystiques, imprévisibles et transitoires qui résultent de l'hyperactivité paroxystique d'un réseau de neurones corticaux ou cortico-sous-corticaux et son éventuelle propagation. C'est une crise qui peut survenir dans le cadre d'une situation favorisante occasionnelle, telle une crise symptomatique aiguë, tel qu'un déséquilibre ionique par exemple, ou un sevrage en benzodiazépine aussi, ou bien dans le cadre d'une maladie épileptique de manière itérative. Ça, c'est la définition d'une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on entend par l'épilepsie? C'est une maladie cérébrale chronique, caractérisée non seulement par une prédisposition durable à générer des crises, mais également par des conséquences neurobiologiques, neuropsychologiques, sociales et psychiatriques. Dans ce cadre, les crises d'épilepsie surviennent spontanément. Un traitement est le plus souvent nécessaire pour les contrôler. Donc, c'est la différence entre la crise d'épilepsie et l'épilepsie. Voilà la classification des épilepsies. D'abord, premièrement, la classification sémiologique et étiologique. Il est soit idiopathique, soit symptomatique. Idiopathique, avec développement psychomoteur normal, un examen clinique qui est normal, évolution spontanée vers la rémission, l'activité de fond à l'électroencéphalogramme, il est normal, et l'absence de lésion cérébrale. La classification sémiologique et étiologique symptomatique, en cas de malformation, maladie métabolique, infection, les infections, en cas de traumatisme, en cas d'accident vasculaire cérébral et en cas de présence de tumeur. Selon le type de la crise, on distingue soit des crises partielles, soit des crises généralisées. Ainsi, on peut distinguer pour les crises partielles des crises, des épilepsies idiopathiques qui est partielle et idiopathique.
comme on peut avoir des crises d'épilepsie, des épilepsies généralisées et idiopathiques. On peut avoir aussi des épilepsies partielles symptomatiques et des épilepsies généralisées symptomatiques. Voilà, ici, sous forme de la différence entre crise généralisée et crise focale ou partielle. En cas de crise généralisée, il y a une hyperactivité, comme vous le voyez ici, d'un réseau de neurones corticaux, sous-corticaux, étendus et bilatérales. Au contraire, en cas de crise partielle, il est localisé et unilatéral. La classification, deuxièmement, il y a la classification syndromique, et on l'appelle syndrome épileptique, selon le type de la crise, l'âge, l'électroencéphalogramme et l'imagerie cérébrale. Évoquer un diagnostic qui permet d'évoquer un diagnostic, des examens complémentaires et un traitement adapté et qui permet d'établir, selon le type, l'âge et l'électroencéphalogramme et l'imagerie, nous permet d'adapter le traitement et d'établir le pronostic. Voilà la classification des épilepsies. Et donc, il y a des idiopathiques, génétiques présumées et des épilepsies non idiopathiques, c'est-à-dire structurales, métaboliques, auto-immunes et infectieuses. Et on a des épilepsies focales, certaines, et l'âge d'apparition, et le type de la crise, et comme on a des épilepsies focales, on a des épilepsies généralisées. Et on va détailler quelques types de syndrome épileptique par la suite. Donc, les principes de cette classification des épilepsies, selon le type de la crise, le type d'épilepsie, est-il focal, généralisé, focal et généralisé ou inconnu, et on va nous permettre d'évoquer un syndrome. Les étiologies peuvent être structurales, génétiques, infectieuses, métaboliques, dissimilitaires ou inconnues. Tels sont les principes de la classification des épilepsies. Voilà les étapes nécessaires au diagnostic positif d'une épilepsie. D'abord, c'est l'interrogatoire, l'anamnèse, l'examen clinique et un électroencéphalogramme. Et par la suite, c'est le bilan par un biologique et un électroencéphalogramme et parfois l'imagerie cérébrale, et on va évoquer l'épilepsie qui, après l'EEG, on peut évoquer un syndrome épileptique et chercher un bilan. Est-il génétique, qui peut être une étiologie génétique, une maladie métabolique, inflammatoire, infectieuse ou structurelle. Donc, ce schéma résume les étapes nécessaires au diagnostic positif d'une épilepsie. Les principaux syndromes qu'on a déjà vus sur la classification, soit c'est une épilepsie avec pointe centrotemporale, l'EEG permet l'électroencéphalogramme, le diagnostic, et donc c'est une épilepsie paroxystique rholondique qui apparaît en général entre 3 et 13 ans. Il représente 20% des épilepsies de l'enfant. À l'EEG, on a des pointes centrotemporales rholondiques et on incrimine une prédisposition génétique. Deuxième
syndromes, c'est des épilepsies avec absence de l'enfant. En général, c'est l'âge entre 5 et 7 ans et qui disparaît, la caractéristique qui disparaît généralement à l'adolescence. Il représente environ 5 à 10% des épilepsies de l'enfant. Et l'EEG se manifeste par des bouffées bilatérales synchrones et il est de bon pronostic. Pour les épilepsies myocloniques juvéniles, apparaît entre 12 et 18 ans. C'est des myocloniques en salle le matin au réveil. C'est des crises ou bien c'est des crises généralisées tonico-cloniques avec des absences et on incrimine une prédisposition génétique et il est de bon pronostic. Ensuite, les spasmes infantiles, ce qu'on appelle le syndrome de Wist, c'est une encéphalopathie épileptique du nourrisson. L'âge, c'est entre 6 mois et 3 ans. Il est caractérisé par la triade, spasme en salle. C'est des contractions brusques de la musculature axiale, surtout en flexion, stagnation ou régression psychomoteur. Et à l'EEG, on note un tracé d'hypsarythmie. Étiologie, c'est suite à une anoxo-ischémie ou une infection ou un hématome suddural, comme il peut être constitutionnel par suite à des malformations ou causes métaboliques, comme il peut être idiopathique. Parfois, c'est suite à la sclérose tubereuse de Beaulieu avec des taches achromiques. Le pronostic dépend surtout de l'étiologie et la réponse au traitement. Voilà, type hypsarythmie, en cas de syndrome de Wist à l'électroencéphalogramme. Ensuite, il y a parmi les syndromes épileptiques, il y a le syndrome de Lennox-Gastaut. C'est un syndrome sévère, l'âge d'apparition entre 3 et 5 ans. C'est des crises atoniques, généralisées, tonico-cloniques, avec des absences atypiques. C'est des crises toniques nocturnes, avec des lésions cérébrales acquises au constitutionnel. Il fait dans 40% des cas au syndrome de Wist qu'on vient de voir. Le principe de traitement en cas d'épilepsie. Le traitement des syndromes épileptiques, il est adapté à chaque syndrome épileptique. Certains antiépileptiques peuvent avoir certains syndromes. C'est pour cela qu'il faut savoir la caractéristique de chaque médicament. On cite par exemple en cas d'épilepsie paroxystique rolandique, le traitement de première intention, c'est le 23 de sodium. Épilepsie avec absence, aussi le traitement de première intention, c'est le 23 de sodium. En cas de syndrome de Wist, le traitement de première intention, c'est le végabatin. En deuxième intention, on donne l'hydrocortisone. Voilà la caractéristique de chaque médicament, son dose, son indication et la demi-vie et ce qu'il faut surveiller. Les 3 mécanismes d'action de ces médicaments, il est soit effet stabilisateur de membrane par blocage des canaux sodiques, potassiques, calciques, ou renforcement, restauration, inhibition des canaux GABA, ou bien atténuation de l'excitation glutamergique. Et c'est le mécanisme d'action qu'on vient de citer, les 3 mécanismes, soit par bloqueur sodique, bloqueur calcique et soit GABA aérgique. Les principes toujours de prescription, il faut tenir compte de l'âge, le poids, relation de confiance avec l'enfant et les parents. D'abord, une monothérapie est prescrite de principe au début. En cas d'échec et de non-contrôle de la crise, on peut avoir recours à la bithérapie. La surveillance du traitement, elle est d'abord clinique,
Et donc, la stratégie thérapeutique, en première intention, il faut évaluer l'efficacité, la tolérance, instaurer en premier temps la monothérapie et il faut penser aussi au coût journalier. La surveillance, elle est d'abord clinique. Il faut surveiller le nombre de crises, les effets indésirables du médicament. La surveillance des prélèvements sanguins et sont utiles lorsque les crises persistent ou quand on modifie le traitement, quand on ajoute ou bien quand on ajoute un deuxième traitement. La surveillance biologique en fonction du médicament. L'électroencéphalogramme, il est prescrit 4 à 6 semaines après l'introduction du traitement, puis une fois par an quand il existe des anomalies avant le traitement. Les associations à éviter avec la carbamazépine, les antibiotiques de la famille des macrolides, car ils augmentent le taux sanguin. Il faut éviter aussi d'associer avec la carbamazépine les inhibiteurs calciques. Avec le 23 de sodium, il faut éviter d'associer l'aspirine, car il augmente le taux sanguin d'aspirine, et éviter aussi d'associer la phénylbutazone. L'évolution et 3 types d'épilepsie en fonction du résultat obtenu par le traitement. Soit il est pharmacosensible, et on estime que 50% des patients sont pharmacosensibles, soit il est pharmacodépendante, les crises deviennent rares, survenant volontiers dans des circonstances particulières, ou disparaissent mais récidivent lorsque la crise essaie d'arrêter le traitement. Soit c'est une épilepsie pharmaco-persistante, voire aggravation des crises malgré le traitement. Et donc, la vie quotidienne d'un enfant épileptique. Il faut respecter le sommeil, maintenir une durée de sommeil constante. Le régime, aucun régime alimentaire n'est pas nécessaire. La télévision, jeux vidéo, lorsqu'il existe une épilepsie photosensible, il faut l'éviter. Le sport, la pratique régulière d'une activité sportive est un facteur important d'intégration sociale. Cependant, la noyade reste la principale cause de décès accidentel des épileptiques et donc à faire sous surveillance. Le conseil génétique. Le risque génétique existe pour toutes les formes d'épilepsie, mais il ne faut pas les surestimer, sauf dans le cas d'une affection neurologique clairement déterminée selon un mode autosomal dominant exemple. Par exemple, en cas de sclérose tubereuse. En conclusion, le traitement d'une épilepsie est toujours considéré en fonction de la durée et c'est toujours un cas particulier, au cas par cas. L'indication d'un traitement épileptique doit toujours être réévaluée en fonction des événements qui interviennent dans la vie du patient et dans des traitements concomitants. La surveillance, elle est essentiellement clinique. Je vous remercie.